Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au sommaire de votre actualité locale aujourd'hui, un adolescent de Chamalières piégé sur Facebook. Près de 50 000 personnes ont tenté de s'inviter à sa fête d'anniversaire. Le forcené de Beurières, mis en examen cet après-midi pour tentative de meurtre. En football, Clermont s'apprête à recevoir l'AS Monaco demain soir. Et puis ça y est, on sait qui va reprendre le restaurant au sommet du Puy-de-Dôme. On en parlera avec notre invité Jérôme Geoffrey, directeur de la société TC Dôme. Benjamin, adolescent de Chamalières, se souviendra longtemps de ses 14 ans. Le jeune a voulu organiser chez lui une fête en invitant ses amis sur Facebook, le fameux réseau social. Problème, l'invitation a fuité et en moins de 24 heures, près de 50 000 personnes se sont ajoutées à la fête. Le père de l'adolescent a tout fait pour annuler l'événement. Il a même porté plainte. Ariane Monfray et Maud Gatineau reviennent sur ce drôle d'emballement. Les invitations à la fête de Benjamin ont été retirées de Facebook, mais des pages continuent de circuler sur le réseau social. 4 jours après le début de cet emballement autour d'une modeste boum d'anniversaire, les jeunes expliquent facilement comment on en arrive à cet effet boule de neige. Il faut dire que chaque utilisateur de Facebook a en moyenne 130 amis. C'est une histoire de réseau, je pense. Oui, c'est des amis. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, c'est un ami à moi qui m'a invité. Et après, quand j'ai regardé dans les gens, il y avait plein d'autres gens que je connaissais. Enfin, c'est comme ça, en fait. C'est tout le monde invite tout le monde qu'on connaît. Et puis après, voilà. Si une personne crée un groupe, c'est un groupe fermé. Et ça se passe pas comme ça, quoi. Il y a à la rigueur 30 personnes, 40, mais il y en a sûrement pas 30 000 et des choses comme ça. Et c'est bien là que se situe le problème. La page de l'anniversaire de Benjamin ne bénéficiait pas du niveau de protection supérieur. Du coup, le nom et l'adresse de l'adolescent ont circulé très rapidement. Même si son père a pris les choses en main au bout de quelques heures seulement, il n'a pu que constater l'ampleur de l'événement. Le phénomène est exponentiel, d'ailleurs certains commentaires annonçaient, puisque c'est la course à l'échalote. Ils cherchaient surtout à savoir à quel moment ils atteindraient 20 000, 25 000, 30 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000. Certains même disaient qu'à ce rythme-là, dans 4 jours, il serait 1 million. À la mairie de Chamalières, tout semble mis en œuvre pour que la fête du 11 mai n'ait pas lieu. Le maire nous a dit au téléphone travailler en ce sens avec le concours de la préfecture. Le forcené de Beurières, délogé par le GIGN mercredi au petit matin, a été mis en examen cet après-midi pour tentative de meurtre sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Le forcené a tiré sur un gendarme, le blessant au cou et au thorax pour des raisons encore floues. Le procureur de la République tenait un point presse cet après-midi, on l'écoute. Ce qui est sûr, c'est qu'il a tiré de manière totalement spontanée, sans aucune explication, sans aucun mot. Les gendarmes qui sont rentrés dans cette maison l'avaient prévenu. Ils étaient restés un moment devant la maison à frapper à la porte pour entrer en criant gendarmerie nationale. Donc il était parfaitement conscient que c'était bien des gendarmes qui venaient le voir. Et donc c'est un geste qui est difficile à expliquer de sa part. Bon, il ne donne pas d'explication cohérente. Il dit que depuis quelque temps, c'est un peu l'expression qu'il utilise, il se trouvait dans un état d'esprit un peu de bête traquée. Voilà, c'est le mot qu'il emploie parce que depuis quelque temps, il avait de grosses difficultés. Il avait perdu son domicile, il était hébergé ici ou là par des amis. Que voilà, il avait ce sentiment d'être un peu une bête traquée. Voilà cet homme mis en examen qui devrait être incarcéré dans les prochaines heures. Des propos recueillis par Philippe Robert. Et pendant ce temps-là, la campagne présidentielle d'entre-deux-tours fait rage. Tous les militants sont mobilisés sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons suivi des jeunes socialistes et des jeunes UMP qui tractaient dans le centre-ville de Clermont. C'est un reportage de Cécile Finot. Comme chaque jour, à la fédération du PS, les jeunes militants se préparent à partir sur le terrain. Ce matin, ils prennent le chemin des facultés pour tenter de convaincre les électeurs à porter leur choix sur François Hollande. Ils rappellent les mesures phares du socialiste, mais se heurtent encore parfois à la stature du candidat. Plus de stature que François Hollande. J'aurais plus confiance. La crédibilité pour moi, c'est celui qui représente les Français, qui arrive à unir toute la diversité de la population, et pour moi c'est François Hollande. C'est une campagne de second tour, donc c'est vraiment la gauche contre la droite, et vu tout le rapprochement qu'il peut y avoir entre Nicolas Sarkozy et l'extrême droite, qu'il essaye de grappiller un peu les voix du Front National, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous soutiennent d'autant plus.
Place de Jaude, justement, alors que les jeunes UMP sont en plein tractage cet après-midi, un vif échange éclate avec cette dame. Elle rappelle qu'en 2002, les électeurs du PS se sont ralliés à Jacques Chirac pour faire barrage au FN. Les militants de Nicolas Sarkozy, eux, veulent dédramatiser le vote contestataire du premier tour. On se diabolise sans cesse le Front National, mais quand on parle du Front de gauche, c'est normal d'être communiste. Le communisme, c'est pas quelque chose de bien non plus. Je défends ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Les gens qui ont voté Marine Le Pen au premier tour, c'était un vote de rejet. Mais ce rejet, il n'était pas forcément contre Nicolas Sarkozy, il était peut-être contre la crise. Il y a un monsieur qui me dit clairement, moi j'ai voté Mélenchon au premier tour, mais je vais voter Nicolas Sarkozy au second pour l'avenir de mes enfants. Les jeunes UMP exposent donc leurs 5 raisons de voter pour Nicolas Sarkozy, pendant que les militants socialistes défendent les 7 engagements de François Hollande. Et dans les 2 cas, chacun croit dur comme fer à la victoire le 6 mai. Je précise que Clermont Première organisera un débat d'entre-deux tours la semaine prochaine. Face à face, Alexandre Pourchon, porte-parole de François Hollande dans le Puy-de-Dôme, et Christophe Serre, président de l'UMP du Puy-de-Dôme. Un débat en partenariat avec La Montagne. Diffusion jeudi soir et vendredi soir prochain, juste après notre JT de 18h30. Yvan Béal, le spécialiste des machines agricoles, dans la tourmente. Plusieurs dizaines de salariés se sont rassemblés devant l'entreprise à Clermont à la mi-journée. Sur 170 emplois au total, un tiers devrait être supprimé pour raisons économiques. Les salariés accusent la holding propriétaire d'Yvan Béal depuis 2007 d'avoir pillé la société clermontoise pour pouvoir rembourser des dettes. Des grosses masses d'argent ont été remontées pour rembourser la dette mère à la holding. 17 millions d'euros depuis ces dernières années, depuis 2007. Et cet assèchement de notre trésorerie ne permet pas de faire face à des difficultés économiques. Donc ils sont obligés d'externaliser la logistique. Donc ça fait 52 emplois de supprimés sur le bassin clermontois. Images et propos recueillis par Philippe Robert. On est à un mois, jour pour jour, de l'ouverture au public du Panoramique des Dômes, le train à crémaillère du Puy-de-Dôme. Notre invité ce soir, Jérôme Geoffrey, directeur général de la société TC Dôme, société qui gère le train. Bonsoir. Bonsoir. L'actualité du jour, c'est d'abord le restaurant au sommet du Puy-de-Dôme. Vous avez révélé aujourd'hui avec le Conseil général qui allait reprendre ce restaurant. Et c'est donc le retour d'un resto gastronomique. Exactement. Il y a une grande tradition d'excellence gastronomique au sommet et ça paraissait évident de s'inscrire dans cette tradition, mais en même temps avec des personnes jeunes, neuves, qui vont aussi mettre leurs pattes sur ce restaurant. Alors il y aura un côté restaurant gastronomique, mais aussi un côté bar-brasserie. C'était pour éviter que l'endroit soit un peu trop sélectif. Il ne s'agit pas d'être sélectif, effectivement. Le Puy-de-Dôme, c'est 400 000 personnes tous les ans. Donc il faut vraiment avoir une large palette, pouvoir passer un bon moment le soir, pourquoi pas, mais aussi s'adresser au plus grand nombre. Et donc on va marcher sur ces 2 registres, la brasserie et le restaurant gastronomique. Alors, a priori, toute cette offre de restauration au sommet du Puy-de-Dôme sera ouverte toute l'année. Est-ce que ce sera rentable ? C'est le pari que nous faisons. On est confiant. On a beaucoup de demandes. J'ai l'impression, depuis le temps maintenant que je rencontre des gens de la région, que le sujet, on parle du train, mais tout de suite après, on parle du restaurant. Donc c'est vraiment un sujet qui tient beaucoup à cœur aux Auvergnats. Au niveau du prix, comment vous essayez de vous situer? Parce que parfois, les lieux touristiques, et je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui penseront la même chose, on a l'impression que cherchent un peu à assommer les touristes. Est-ce que là, au niveau des tarifs, il y a des efforts de fait? Alors, la brasserie, on va être dans des tarifs très très raisonnables, 12-15 euros en ticket moyen. Le gastronomique, on va avoir des formules autour de 30-40 euros. À signaler que nous développons au niveau des tarifs du train des formules d'abonnement, et cette formule d'abonnement pour toute l'année donnera 10% de réduction sur les repas qu'on pourra prendre là-haut. Un mot sur l'équipe qui va gérer. Vous parliez d'une équipe jeune. Oui. Ce sont des gens qui ont travaillé notamment avec un nom bien connu à Clermont, Emmanuel Audinck. Exactement. On est très content d'avoir pu faire appel au service de Franck Jugy, qui dernièrement était au Princesse Flore et qui est passé chez Emmanuel Audinck. Et également Frédéric Roux, qui nous a rejoints depuis les fourneaux d'Emmanuel Audinck. Un mot sur le train à crémaillère. Maintenant, les essais doivent se poursuivre. Aucun incident, tout sera prêt dans les temps ?
Tout sera prêt. Je ne vous cache pas que le dernier mois, va être un grand sprint et qui va être très très chargé. Encore des tests, préparation de l'avenue de la commission de sécurité. Il y a énormément de choses, vous savez, plein de finitions, mais on sera prêt. Au niveau des travaux, est-ce que tout est terminé ou il reste encore des choses à faire? Il y a encore des travaux au sommet. Je ne vous cache pas on sort d'une période qui a été compliquée. On l'a tous vécu. Depuis 2 semaines, on était dans la neige au sommet. Donc les travaux n'ont pas avancé peut-être exactement comme on l'espérait. Les entreprises mettent les bouchées doubles. Donc ça va, on va tenir. Comment vous avez fait justement? Parce que depuis le mois de janvier, on peut dire que la météo n'a pas été forcément toujours clémente entre le froid, la neige, et pourtant vous ouvrez avec un mois d'avance. Écoutez, il faut être souple dans le métier de la construction. Il faut profiter des opportunités et puis les entreprises sont extrêmement motivées. C'est un projet phare quand même dans la région et donc tout le monde met son point d'honneur à tenir ces délais. Au niveau du train, est-ce que tout s'est déroulé comme vous y attendiez? Est-ce que vous avez eu des surprises sur site, des choses que vous n'aviez pas prévues? Il y a toujours des petites surprises. Je dirais sur ce chantier, on n'a pas eu de grosses surprises, non. Mais on a essayé de faire en sorte que avoir des solutions techniques simples, fiables, éprouvées, ça évite déjà pas mal de mauvaises surprises. Très bien, je vous remercie d'avoir été invité sur notre plateau. Je rappelle donc l'ouverture au public du train à Crémaillère, le panoramique des Dômes. Ce sera le 26 mai prochain. Et je rappelle également le coût du projet, 86 millions d'euros, dont la moitié payée par les collectivités locales, mais aussi par la société TC Dômes, l'Europe et l'État. Place au sport, à présent, le grand rendez-vous approche pour l'ASM Clermont-Auvergne. Dimanche, à Bordeaux, les rugbymen clermontois disputeront la première demi-finale de Coupe d'Europe de leur histoire. Et la tâche ne sera pas aisée, puisque les Auvergnats auront face à eux les Irlandais du Leinster, champions d'Europe en titre. Écoutez Benjamin Kaiser, le talonneur de l'ASM. Ils sèment la terreur un peu partout sur les terrains. J'ai déjà perdu une finale de Coupe d'Europe contre eux avec Leicester. Et ils ont gardé plus ou moins les mêmes joueurs, mais qui sont devenus encore meilleurs. C'était vraiment la première année d'un mec comme Sexton, par exemple. Et on sent qu'ils montent en puissance. C'est une équipe qui tourne vraiment bien, qui arrive à faire un recrutement judicieux dans le sens où ils sortent des mecs du cru et qui jouent ensemble, que ce soit en sélection ou en H-Cup pour le Leinster. Et en même temps, ils amènent des petites touches importantes. Un mec comme Brad Thorne, quand même, en deuxième ligne, c'est une référence. Donc voilà, c'est un recrutement intelligent et bien fait. C'est tout simplement une machine de guerre qu'on va essayer de dessouder petit à petit. Une interview signée Martial Delecluse. ASM Leinster, c'est donc dimanche à partir de 16h. Autre événement sportif du week-end, le match entre le Clermont Foot Auvergne et l'AS Monaco. Ce sera demain soir 20h20 au stade Gabriel Montpied dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2. Alors que Monaco reste sur 5 victoires d'affilée, le Clermont Foot en revanche est à la peine depuis le mois de janvier et il doit faire face à de nombreuses incertitudes. Grégory Gomez et Philippe Robert. Avant d'affronter Monaco dans un match capital dans la lutte pour la montée en Ligue 1, les Clermontois sont dans l'inconnu. À commencer par le niveau de forme de Romain Alessandrini, blessé à la cheville le week-end dernier à Boulogne, aligné ce vendredi dans le 11 type face aux Monégasques. Toujours un peu d'appréhension, mais j'essaie de passer dessus. Voilà, les petites douleurs, ça fait partie du métier aussi. Donc j'espère que demain, j'aurai un bon strap et je ferai le match entier. Autre incertitude, le niveau de jeu d'une charnière New Look est très jeune. Loïc Landre, 19 ans, et Romain Saïs, 22 ans, essayent de faire preuve ensemble de sérénité avant de recevoir Monaco. C'est un poste où j'ai évolué par le passé quand j'étais à Valence notamment, donc c'est un poste que je connais assez bien. Après, j'ai repris mes marques cette semaine, comme j'étais habitué ces derniers temps à jouer plus milieu de terrain défensif. Donc ouais, c'est vite revenu, donc je me fais pas de soucis et je suis assez confiant pour la rencontre. Rien inconnu, le niveau de confiance des Clermontois, plusieurs fois piégés lors des fins de match. Les hommes de Michel Derzakarian vont jouer ce vendredi face à Monaco, 2e du championnat sur les 10 dernières journées. Alors que Clermont pointe à la 17e place sur la même période. Le match, il faut le jouer, on a pu calculer, on a 5 matchs de coupe, il faut qu'on ait un résultat positif sur les 5 matchs. Dernier point d'interrogation, Jean-François Rivière, buteur providentiel du Clermont Foot en début de saison. Pourra-t-il revenir performant sur le terrain avant la fin du championnat?
Il pourrait être en tout cas dans le groupe clermontois dès ce vendredi soir. Et voilà pour le JT de ce jeudi 26 avril. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un instant, la météo et puis la suite de vos programmes. Je vous retrouve demain 12h30 pour le Flash et 18h30 pour le JT. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.